Donc nous accueillons Madame Lisa Pochmanski, c'est ça, donc, qui nous vient de la Sorbonne, et donc qui est l'auteur, là nous sommes en plein dans le sujet, d'une thèse sur Marco Polo, c'est bien cela, n'est-ce pas, auteur de la Renaissance, donc la circulation, nous en parlons d'une autre manière, cette fois du devisement du monde, donc je vous laisse peut-être commencer tout de suite. Merci, puis bien sûr pour remercier Christine Gadra de m'avoir invité à ce colloque et de vous permettre aussi de montrer quelques volumes de la Renaissance pendant cette communication. Alors, déjà dans les ouvrages français qui citent Marco Polo à la Renaissance, ce que l'on remarque, c'est que le voyageur est quasi systématiquement appelé Marc-Paul Vénitien ou bien Paul Vénitien. Mais pour ouvrir un petit peu la réflexion, c'est avec une autre épithète que l'on peut retenir, qui est celle que propose Jean Temporal. Jean Temporal, qui est le traducteur et imprimeur du premier volume des Navigazioni e Viaggi de Ramusio, qu'il traduit en français en 1556, dont on parlera plus demain de la traduction de Ramusio. Et Jean Temporal, dans 2 pages effectivement de cette traduction, il qualifie Marc-Paul de cosmographe. Alors, on voit que Marc-Paul cosmographe nous montre qu'à l'origine géographique du voyageur est finalement substituée ici une qualité, une fonction qui apparaît, une fonction savante. On peut se demander si c'est une manière pour l'éditeur lyonnais, ici Jean Temporal, d'estomper un petit peu l'inscription vénitienne, à la fois du recueil de Ramusio, mais aussi l'inscription vénitienne de Marco Polo. À vrai dire, d'autres passages de cette traduction finissent par admettre que Marco Polo est bien d'origine vénitienne, est un gentilhomme vénitien, mais même si cette modification est assez discrète, elle réoriente un petit peu en fait l'image que l'on peut se faire de Marco Polo au XVIe siècle, dans la mesure où en le définissant, en le désignant comme cosmographe, eh bien, déjà Marco Polo est présenté comme une figure qui n'est pas ancrée géographiquement, mais peut-être plus universelle, voire une figure ici un peu européenne, et dans le même temps, ce qualificatif met vraiment l'accent sur l'apport de Marco Polo à la connaissance géographique au XVIe siècle. Et effectivement, le terme de cosmographe est excessif ici. Il est adopté dans une acception beaucoup trop large par Jean Temporal, mais il rend bien compte de la valeur qui est accordée à Marco Polo, valeur en tant qu'autorité des savoirs sur le monde. Alors, je voulais ouvrir avec ce qualificatif parce que, même s'il est circonscrit, il est vraiment représentatif des lectures qui sont faites du devisement du monde au XVIe siècle à la Renaissance. La fortune de ce siècle à cette période est entièrement justifiée par l'apport toujours vivant de ce récit aux connaissances géographiques, et également elle est justifiée par le fait que les ouvrages qui exploitent abondamment ce texte sont bien sûr des cosmographies. On va pouvoir tirer profit là, des collections justement de la bibliothèque Méjeanne qui conserve un certain nombre de ces ouvrages. Alors, mon titre, vous l'avez vu, n'est pas Marc-Paul cosmographe, mais Marc-Paul chorographe, effectivement pour nous intéresser un petit peu aux représentations des lieux extrême-orientaux qui sont tirés du livre de Marco Polo. Eh bien, c'est plutôt le terme de chorographe qui semble approprié, d'abord parce que la nature même du devisement du monde qui, c'est quand même centré sur l'Asie, eh bien c'est un texte qui ne peut pas prétendre à une parfaite ambition cosmographique. Et dans le même temps, les reconfigurations que son texte subit, notamment dans des ouvrages cosmographiques, invitent plutôt à voir cette figure de voyageur comme un voyageur qui décrit de la chorographie. Alors cette ambivalence qu'il peut y avoir justement entre une perspective chorographique, c'est-à-dire donc la description à la grande échelle, qui est donc adoptée dans le livre de Marco Polo, et dans le même temps, son inscription dans le savoir cosmographique, elle est assez bien mise en valeur par l'unique édition française qui a été imprimée au XVIe siècle, donc cette description géographique des provinces. Alors très brièvement, cette traduction, elle est imprimée donc en 1556, et en fait sa source, c'est un texte latin qu'on a là, qui est le Novus Orbis, donc, qui propose une édition dérivant du texte de Pipino dont on a parlé un instant. Et ce Novus Orbis, je ne sais pas si c'est très simple de le valider comme ça, mais on va regarder peut-être plus précisément pendant la discussion. Ce Novus Orbis, en fait, est une collection de récits de voyage
édité par Simon Grinaeus et avec l'aide de Johann Uttich, qui est imprimé en 1532, à partir de 1532, d'abord à Bâle et ensuite à Paris, toujours dans cette même date de 1532. Et ce Novus Orbis, il s'agit effectivement de la principale édition du texte de Marco Polo au XVIe siècle, puisque c'est celle qu'il a plus lue, notamment par les lecteurs français, peut-être même par les lecteurs européens. Alors bien sûr, c'est celle qu'il a plus lue avant l'édition de Ramusio, mais même après l'édition de Ramusio, on note un certain nombre quand même de références qui sont faites au texte du Novus Orbis. Cette version du texte n'a pas intéressé les historiens du livre de Marco Polo ni les philologues, parce que c'est une version qui est assez mauvaise, pourrait-on dire, ou du moins qui a souvent été critiquée. Donc effectivement, d'un point de vue philologique, elle a peu d'intérêt, mais du point de vue de la réception de Marco Polo, ce qui nous intéresse aujourd'hui, eh bien, c'est cette version qui a assuré la fortune du texte à la Renaissance. Alors, je reviens donc à la France, cette fois, et à cette unique traduction française dérivée donc du Novus Orbis. Son titre, d'abord, illustre bien les rapports ambivalents qu'il peut y avoir entre donc, la cosmographie et la chorographie dans la réception au XVIe siècle de Marco Polo. Effectivement, ce titre, la description géographique des provinces et villes plus fabuleuses de l'Inde orientale, diffère de celui qui a été choisi par les éditeurs de Marco Polo en latin dans le Novus Orbis, qui eux s'en tenaient à un titre très minimaliste, De Regionibus Orientalibus, donc des régions orientales. Alors que fait plutôt le traducteur français? Il ajoute effectivement le syntagme description géographique. Et ce terme de description géographique inscrit vraiment l'ouvrage dans une perspective savante, dans la mesure où, au XVIe siècle, au milieu du XVIe siècle, là on est en 1556, ce terme de géographique en tant qu'adjectif n'a pas été beaucoup employé, il est d'apparition plutôt récente. On connaît des occurrences antérieures, et notamment dans les œuvres poétiques de Jean Parmentier, publiées dans les années 1530, mais en réalité, voilà, ce terme de géographique est peu employé. Alors, souvent, on lui préfère celui de cosmographique. Et d'ailleurs, dans la préface du traducteur de cette édition de Marco Polo, on notera effectivement que le traducteur semble confondre parfaitement géographie et cosmographie. Alors ce titre est toutefois intéressant déjà parce qu'il manifeste une attention à la langue nouvelle, aux innovations langagières, mais surtout, il relève d'une sorte de contradiction, ce titre, une description géographique des provinces et villes plus fameuses de l'Inde, une contradiction entre l'échelle la plus petite de la géographie, la plus petite, oui, et une restriction sur les provinces, sur les villes d'une seule région du monde qui là donc relève de la chorographie. Ensuite, on peut noter que cette dualité, cette ambivalence toujours entre différentes échelles de représentation se retrouve dans les paratextes de cette édition de 1556, dans la mesure où, dans un de ces paratextes, qui a en plus le mérite de nous dévoiler le nom du traducteur de cette édition, qui est François Gruget, ou François Gruget Lauchois, cousin d'un homme plus connu qui est Claude Gruget, l'éditeur de l'Heptaméron de Marguerite de Navarre. Et donc dans un de ces paratextes, le traducteur revient sur les raisons de cette traduction française. Et il nous dit donc, en s'adressant à ce commanditaire de cette traduction, « Encore n'ai-je pas mis en oubli la promesse que vous fit de la traduction présente, lors que si avant entrâme en propos sur les choses admirables du pays de Tartarie, mêmement qu'il vous semblait incroyable ce que Münster, décrivant en sa cosmographie la province de Mangui, disait qu'en la ville de Quincey, entre autres singularités, il y avait 12 000 ponts de pierre, à quoi vous fit réponse qu'il n'en parlait que sous l'assurance de Marc-Paul Vénitien, qui ainsi longtemps auparavant l'avait décrit pour l'avoir vu et demeuré sur le lieu, etc. » Alors, pourquoi imprimer donc cette traduction? C'est assez clair ici, le traducteur justifie effectivement son entreprise par le souvenir d'une discussion avec son destinataire autour de la cosmographie de Münster, donc d'un autre ouvrage, pour en retrouver la source. En évoquant ici la cosmographie de Münster, on note en fait que le traducteur fait vraiment référence à un moment, à un corpus contemporain de cette édition de 1556, parce qu'effectivement, on en parlera sans doute plus demain avec Ramusio, mais la décennie de 1550 est vraiment marquée par un essor considérable de la production française d'ouvrages qui traitent de voyages ou bien d'ouvrages de nature géographique. On pense bien sûr à la traduction de Ramusio, qui va de 1550 à 1559 à Venise. Cette
Cette édition de Ramusio est immédiatement traduite en français, on l'a vu tout à l'heure, avec Jean Temporal en 1556. Le texte de Münster, cette cosmographie, reparaît elle aussi en français, notamment en 1552. Et donc, voilà, cette traduction s'inscrit vraiment dans ce climat éditorial qui cherche effectivement à mettre Marco Polo au sein d'un moment de diffusion de ces récits de voyage, et surtout qui intègre véritablement ce texte dans une vaste bibliothèque géographique. Alors cet exemple montre effectivement les échanges qui s'établissent entre les cosmographies et les récits de voyage. On l'a vu, la lecture de la cosmographie motive l'édition du texte, la traduction du livre de Marco Polo, et dans le même temps, le récit de voyage fournit un certain nombre de pages aux cosmographies. Donc je m'intéresse maintenant plutôt au versant, disons, cosmographique, et je quitte le domaine des éditions avec, pour fil conducteur, la ville de Kambalu. Kambalu, dont on a parlé tout à l'heure, au Kambalik, donc Pékin ou Beijing aujourd'hui. Alors pourquoi Kambalu ? Déjà parce que, d'une certaine manière, ça n'est pas le lieu qui a retenu le plus l'attention des lecteurs au XVIe siècle. Celui qui a le plus retenu l'attention, c'est Kinsay. Sans doute parce qu'effectivement, Kinsay, c'est une ville aux éléments architecturaux extraordinaires, avec ses 12 000 ponts notamment, mais aussi une ville qui a une étymologie qui marque les esprits, puisque c'est la cité du ciel, si on retient effectivement l'étymologie donnée par Marco Polo. Donc tout cela confère une dimension mythique à Kinsay. Alors pourquoi Kambalu ? Kambalu ici parce que, même si elle est concurrencée par Kinsay, cela reste une ville qui est très souvent mentionnée pour représenter les espaces extrême-orientaux au sens large au XVIe siècle, et même avant. Bon, là, je reproduisais la Kambalu qu'on trouve dans l'abattement de Fra Mauro, qui est bien connue, et qui est une représentation intéressante ici, parce qu'on voit que cette ville a vraiment l'aspect d'un palais féerique, un petit peu à l'européenne, et donc on touche déjà à la dimension ici mythique des représentations. Et bien au-delà donc, du XVe siècle, jusqu'au XVIe siècle, Kambalu reste représenté sur un certain nombre de cartes. J'en ai retenu que deux pour le temps que j'ai, mais on voit ici effectivement sur cette carte d'Abraham Ortelius, carte de l'Asie, que Kambalu est bien représenté comme la plus grande cité ici du Cathay, la principale ville du Cathay. Alors, dans la cartographie, effectivement, cette ville reparaît régulièrement comme une sorte de centre, et Kambalu devient une sorte de nom de lieu métonymique pour désigner le Cathay, comme peut parfois l'être Kinsay dans d'autres exemples. Pour justement illustrer cette question du nom de lieu comme une véritable métonymie de l'ailleurs et du Cathay, on peut citer brièvement un exemple qui est tiré de la Galiade de Lefebvre de la Bauderie, qui est donc un texte, disons, qui est un texte de 1578, et qui s'intéresse à la restitution de l'harmonie entre Dieu et l'homme. Et dans ce passage, effectivement, Lefebvre revient sur les débuts de l'humanité. Il revient sur les débuts de l'humanité et évoque la diffusion des différents royaumes et patriarcats dans le monde, et il commence avec l'Asie en signalant donc à Chambalu, dont tort est anobli, l'empire de Cathay fut alors établi, le premier siège dû au premier patriarche. Alors ce qui est intéressant ici, c'est pas tant que le mot soit uniquement noté, mais c'est aussi la graphie qui en est proposée. Chambalu, ici, donc ce n'est pas la Kambalu habituelle, la Kambalik plutôt médiévale, mais la Chambalu, une manchette dans l'édition explique très bien le choix de cette graphie. C'est en fait pour rapprocher le nom de Kambaluk de l'hébreu, et il propose effectivement ici une sorte de fusion pour proposer ce toponyme Chambalu ou Chambalao, qui signifie la tente ou le camp du Seigneur. Et donc, l'idée ici de Lefebvre, c'est de représenter d'abord l'Asie par ce toponyme, mais aussi de le ramener finalement dans son discours à lui, dans son propre propos, puisqu'il en profite pour présenter l'hébreu comme la langue universelle qui peut nommer l'ensemble des lieux du monde. Donc je m'en tiens là pour cet exemple. Mais enfin, Kambalu toujours, parce que c'est également un lieu qui est un peu en mouvement. Un lieu en mouvement dans le sens où, dans la description de Marco Polo, on sait que Kambalu a différents noms, puisque c'est sous le Khan Kubilai donc que la ville change de lieu et est dédoublée en une dadou ou taïdou, si on reprend le terme qui est employé par Ramusio. Et c'est aussi un lieu en mouvement, Kambalu, parce que cette ville n'est pas seulement représentée comme une ville, mais elle peut aussi être une province
ou bien simplement un palais. Et donc il y a aussi ce jeu d'échelle entre la province, la ville, le palais, que l'on retrouve chez un certain nombre d'auteurs également. Alors dans la cosmographie maintenant, comment Cambalu est représenté? Je ne verrai pas tout, mais surligner quelques éléments pour que l'on puisse observer ensemble. Donc effectivement, Cambalu d'abord chez Münster. Donc dans cette cosmographie universelle, dont j'ai reproduit ici la version française, mais qui est en fait d'abord publiée en allemand à partir de 1544 et traduite beaucoup en latin, on trouve une description extrêmement élogieuse, une description même hyperbolique de Cambalu, dans la mesure où Münster s'intéresse ici aux dimensions de la cité, au fait qu'il s'agit d'une ville très puissante, qu'elle est une forme inédite, puisque c'est une ville en forme de carré. Il poursuit en insistant, donc ce sont les éléments en jaune, sur l'architecture vraiment extraordinaire de cette cité, où tous les palais et les maisons sont somptueux et beaux. Et enfin, il met également l'accent sur cette ville comme un centre, justement, et un centre marchand, puisque c'est là que l'on trouve toutes les richesses du monde, et même assez de richesses pour que tous les hommes du monde puissent en profiter. Et on a droit à une énumération assez longue sur les pierreries, les soies, les épices, etc. Alors chez Münster, ce qui est remarquable, et Cambalu est assez exemplaire de ce point de vue-là, c'est que le cosmographe résume le texte de Marco Polo et en propose une recomposition assez fragmentaire ici, puisqu'il termine ensuite cette représentation de la ville en disant « De toute façon, il faut aller lire, je le cite, il faut lire ce qu'en a écrit Paul Vénitien, et là on trouvera des choses admirables. » Donc on est vraiment dans quelque chose qui relève du fragment. Et ce qui est aussi étonnant chez Münster, c'est que cette description de Cambalu a lieu dans un chapitre qui ne traite pas du tout des descriptions de villes, mais qui est plutôt un chapitre qui relève du blâme, et du blâme notamment des pratiques sexuelles des peuples orientaux. Et on trouve notamment un certain nombre d'illustrations dans ce texte qu'on pourra regarder tout à l'heure, mais qui sont aussi des représentations un petit peu vulgaires, puisque effectivement ça représente donc des pratiques sexuelles qui sont condamnées ici. Alors, le geste de Münster, bien sûr, cette sélection et ce résumé qu'il opère, suscite finalement la curiosité du lecteur, puisque cette description fragmentaire justifie d'aller recourir au livre de Marco Polo pour poursuivre un petit peu la lecture et en avoir une connaissance plus grande. Mais ces opérations ici que fait Münster ne sont pas les seules que l'on trouve dans la cosmographie, et son continuateur, François de Belforêt cette fois, qui est donc le continuateur de l'entreprise cosmographique de Münster, mais plutôt en français et à partir de 1575, lui, non seulement met l'accent sur la France, mais surtout amplifie de manière considérable les pages sur les régions extra-européennes, et notamment les pages sur l'Asie, en prenant pour modèle, cette fois, le texte de Ramosio. Alors, Belforêt emprunte vraiment beaucoup de passages à Marco Polo, il en fait un usage exemplaire parce qu'il insiste sur l'écart temporel entre le voyage de Marco Polo et lui, les descriptions qu'il peut emprunter, mais tout en insistant sur cet écart temporel, en fait, en réalité, il met en valeur l'actualité constante du texte de Marco Polo. Et ça se voit assez bien avec, effectivement, cette description de Cambalu. D'abord parce que Münster, effectivement, Belforêt insiste sur, d'abord, je commence par l'éloge ici de Marco Polo, vous voyez en rouge, ce qui est tout à fait attendu. Il vient apporter quelques précisions par rapport à la version de Ramosio que vous avez en regard et qui vraiment est une traduction très littérale, ce que fait Belforêt, une traduction très littérale de Ramosio. Il donne quelques éléments supplémentaires qui parfois sont des éléments trompeurs. Si on regarde effectivement ici le deuxième exemple, Belforêt écrit « La cité, dit-il, donc dit Marco Polo, de Cambalu est assise sur un grand fleuve de la province de Katay, c'est Mékong sortant du fleuve de Dangou. » Alors, a priori, voilà, ce n'est pas le Mékong qui est au bord de Cambalu, donc de Pékin, mais en fait, d'où Belforêt tire ça? Eh bien, de cette fameuse carte de Ortelius que j'évoquais tout à l'heure, où on va justement retrouver tout un réseau fluvial assez complexe, mais qui rattache Cambalu, finalement, au Mékong. Alors, Belforêt ajoute quelques éléments à partir de ses lectures, en fait, lecture de cartes ou lecture aussi d'autres auteurs de récits de voyage, et surtout insiste effectivement à la fin sur la dimension moderne de la ville. Il insiste sur cette dimension moderne, ce terme de moderne qui apparaît à la
fin de la citation, traduit le Nuova que l'on lit chez Ramuzio, mais il donne déjà une première indication sur la vision que Belforêt est en train de construire de cette cité de Cambalu, et qui se prolonge par la suite, dans la mesure où Belforêt ne se contente pas de copier de manière vraiment très sérieuse, pourrait-on dire, le texte de Ramuzio, mais il le recompose véritablement. Comment le recompose-t-il ? Eh bien, Belforêt, en fait, révise toute l'organisation de la description qui a été éditée par Ramuzio de cette ville de Cambalu, et il la révise en déplaçant un épisode qui est unique dans la version de Ramuzio, qui est l'évocation du guet de Cambalu, qui effectivement est normalement placé à la fin du chapitre dans la version de Ramuzio, puisqu'on ne le trouve a priori que chez lui. Mais Belforêt, lui, réoriente un petit peu l'ensemble du chapitre en ne laissant pas cet épisode à la fin, mais en le mettant au milieu du chapitre, de manière en fait à donner une cohérence à l'ensemble de la description. Parce que cette allusion au guet de la ville est évoquée juste après la mention de la sonnerie nocturne qui vient marquer le couvre-feu dans la ville. Ça, c'est un épisode qu'on trouve dans l'ensemble des versions a priori. Alors, effectivement, en faisant cela, Belforêt, finalement, remanie sa source, non seulement Marco Polo, mais aussi Ramuzio, et finit, d'une certaine manière, par véritablement donner une description assez vivante, une description presque récente aussi de la cité. Et toutes ces modifications qu'il opère, eh bien, réécrivent les représentations de Marco Polo et façonnent des versions qui sont en réalité inédites. Alors, pour conclure brièvement, donc Marc Paul, ici, ou Marco Polo, apparaît bien comme chorographe parce que son récit est le réservoir de nombreuses descriptions chorographiques sur l'Extrême-Orient pour des auteurs de cosmographie. Mais on voit que les emprunts à son texte ne sont pas que de l'ordre de la copie vraiment très servile, dans la mesure où il y a malgré tout un travail de recomposition de cette source, que ce soit par un jeu de sélection, un jeu de résumé, ou bien par une vraie réorganisation des chapitres. Et souvent, son texte est actualisé pour rentrer finalement dans des préoccupations contemporaines, ou entrer en écho avec des préoccupations des auteurs. Enfin, l'exemple de Cambalu, pour terminer là-dessus, est assez représentatif de ces reconfigurations. C'est un lieu central, c'est vraiment un des lieux les plus longuement décrits dans le devisement du monde, décrit à plusieurs échelles, et ce lieu devient une métonymie de l'Extrême-Orient chez beaucoup d'auteurs du XVIe siècle. Et justement, c'est une métonymie, je terminerai là-dessus, puisque là, c'est une carte manuscrite donc de Pierre Decellier de 1550, qui représente en réalité la Floride, on voit la terre Florida ici, mais à côté de la Floride, que trouve-t-on ? Et bien évidemment, Cambalu, ici, qui est venu contaminer l'Amérique avec d'autres toponymes asiatiques, dans la mesure où, effectivement, comme Pierre Decellier invite à voyager et invite à explorer plus avant, eh bien, l'Asie est venue contaminer l'Amérique. Je vous remercie. Bien. Bon, nous allons peut-être, y aura-t-il des questions, mais là, finalement, ça devient un Marco Polo